Située entre l'océan Atlantique et le bassin de l'Amazone, la Guyane est classée au 3e rang mondial en termes de ressources en eau disponibles par habitant. Sa forêt, façonnée par de nombreuses rivières, offre des paysages remarquables qui abritent une biodiversité exceptionnelle. Sa population se répartit sur le littoral et le long des 2 fleuves frontières, l'Oyapock et le Maroni. Et même si le développement des activités humaines y est encore limité, les milieux aquatiques subissent tout de même de fortes pressions, particulièrement en lien avec l'orpaillage légal ou illégal. Alors comment étudier et préserver les milieux aquatiques d'un territoire de 80 000 km² couvert de forêts primaires? C'est la mission de l'Office de l'eau de Guyane qui, à travers la directive Cadre sur l'eau, déploie chaque année son programme de surveillance. Pour maintenir le bon état des masses d'eau, le réseau hydrographique de Guyane compte 2 types de stations. Nous rencontrons Mathieu Ronet de l'Office de l'eau de Guyane pour nous en parler. Quand on crée un réseau de stations de mesure, on veille à avoir une partie de stations qui sont soumises à des pressions et donc à potentiellement des impacts, et une partie des stations qui sont exemptes de toute activité humaine et qui nous serviront de référence. C'est pour ça qu'on les appelle des stations de référence, à la fois parce qu'elles n'ont pas d'activité, mais aussi parce que ce sera la référence en comparaison des stations qu'on étudiera soumises à pression. Dans les pressions en Guyane, on va avoir une activité aurifère, on va avoir une surface agricole, on va avoir une zone d'exploitation du bois ou une ville. Voilà, ça c'est des pressions. Notre principale pression, c'est la pression d'orpaillage illégal, mais aussi si on parle du fleuve Maroni, la pression légale côté Suriname. Donc c'est une pression qui est extrêmement dynamique et qui s'est beaucoup développée ces dernières années sur le secteur du Haut-Maroni. Donc on a vu apparaître un changement important avec notamment la création de beaucoup de petits magasins sur les berges qui vendent des fûts d'essence et tout le matériel associé, et le développement de façon importante en fait, des sites d'orpaillage clandestins côté français. Afin de surveiller l'impact des activités humaines sur le milieu aquatique, des missions de terrain sont organisées chaque année sur tout le territoire. Ce matin, notre équipe a décollé de l'aéroport de Matoury pour rejoindre Maripasoula, une ville située sur le bord du fleuve Maroni. J'ai vu du matos pour poisson, on a les filets et tout ça. J'ai du matos hier qui est là. Ouais, on va y aller. Sur place, nous partons en pirogue pour 5 jours de mission avec pour objectif d'échantillonner 5 stations, dont 2 stations de référence et 3 de surveillance. Les difficultés d'accès à ces stations, surtout en saison sèche, demandent une bonne connaissance du fleuve. Notre équipe de tournage part donc avec 5 piroguiers amérindiens Wayana, 3 agents du bureau d'études en charge d'effectuer les prélèvements et Mathieu Ronet de l'Office de l'eau de Guyane. Des missions les plus difficiles en termes d'accès, de logistique en fait sur la directive Cadre sur l'eau. Il faut passer des rapides, il faut passer des sauts. Quand on a une zone de saut qui peut faire plusieurs kilomètres en Guyane, on peut passer plusieurs heures pour arriver à franchir ce rapide. Ce qui donne aussi de la sueur aux hommes qui vont pousser, tirer, porter le matériel. Et également risque de casse. Une pirogue peut être éventrée, un moteur peut lâcher. On peut se blesser dans un saut. Ça, ce sont des difficultés à prendre en compte également dans chaque mission et inhérentes à la Guyane. La nuit tombe et nous oblige à installer un camp de fortune. Nous n'atteindrons Apsikicholi que le lendemain. Je pense qu'on est à 15 bornes d'Apsikicholi. Donc on est entre le dernier village qui s'appelle Pidima et Apsikicholi. Bon, c'est une journée pleine de surprises. Le départ qui était prévu à 6h et qui s'est fait à 11h, à 10h30, parce qu'on n'avait pas d'essence. Finalement, on n'avait pas d'huile non plus. On a passé le saut, on a perdu
un morceau du moteur et le moteur était en carafe. Et quand on l'a réparé, c'est le cordon qui s'est cramé. C'est pas mal quand même pour une journée. Le moral est toujours bon. Voilà. Nous arrivons enfin sur cette première station de référence. Mathieu, Maxime et Régis vont y réaliser des protocoles spécifiques pour étudier la qualité de l'eau, des mesures physico-chimiques et biologiques. Tu fais la physico sur les... L'étude du site débute par la qualité physico-chimique de l'eau. Elle nous informe sur la localisation et l'évaluation d'un niveau de pollution en fonction d'un ensemble de mesures. Basée sur des valeurs de référence, elle s'apprécie à l'aide de plusieurs paramètres: la turbidité, la température, la conductivité, la teneur en oxygène ou encore le pH. Une bonne qualité physico-chimique de l'eau est la condition préalable et essentielle à la survie et au développement de la vie aquatique. La turbidité est un des facteurs de la couleur de l'eau. Elle est due à la présence dans l'eau de particules en suspension minérale ou organique, généralement issues de l'érosion des sols. En Guyane, une turbidité inférieure à 35 NTU est d'ordre naturel. 6,1 NTU. Donc, ce sont des eaux claires, naturelles en Guyane. L'échantillonnage des paramètres environnementaux étant terminé, notre équipe va maintenant collecter des organismes aquatiques. Contrairement à la chimie de l'eau qui donne une information à un instant T, les organismes vivants enregistrent en eux tout au long de leur vie les informations de leur milieu. C'est la bioindication. En analysant différentes espèces, on peut donc déterminer l'état d'un milieu. Par exemple, en cas d'atteinte à l'environnement, les organismes les plus sensibles auront tendance à disparaître, au profit des plus résistants. Turbidité, je te donnais On débute par l'échantillonnage des diatomées, des algues microscopiques unicellulaires qui peuvent se développer partout où elles trouvent un minimum de lumière et d'humidité. Elles se caractérisent par une enveloppe silicieuse très dure qui permet de les identifier. Présentes en abondance dans les cours d'eau, elles colonisent tous les supports. Les diatomées que nous recherchons se retrouvent à la surface des pierres qui structurent le cours d'eau. Prélevées puis collectées, elles seront ensuite étudiées en laboratoire. Ouais, je suis en train de faire la dernière tube. Tu l'as ou pas, non? C'est ce que tu viens de faire. 9, il est là. S'ensuit le prélèvement des macro-invertébrés benthiques, qui sont des organismes dépourvus de colonne vertébrale, visibles à l'œil nu. Dominés par les insectes, ils colonisent principalement à l'état larvaire le fond des cours d'eau et des lacs. Ils sont source de nourriture pour plusieurs espèces, poissons, amphibiens et oiseaux. Ils constituent donc un important maillon de la chaîne alimentaire des milieux aquatiques. Ils sont collectés à l'aide d'un filet Serber. En frottant la surface au sol du cadre métallique qui le compose, les organismes sont emportés par le courant et se retrouveront piégés dans le filet. Maxime va répéter cette opération 12 fois sur l'ensemble des habitats pour obtenir le maximum de diversité. Bah là, on n'a même pas besoin de faire l'analyse, on peut dire que c'est bonne qualité. Tu as trouvé quoi là? Des plécoptères, c'est des petites bêtes qui sont assez polluo-sensibles, donc on ne retrouve pas normalement quand il y a beaucoup de pollution. Et là on en a retrouvé beaucoup, donc normalement ça voudrait dire plus ou moins qu'il n'y aurait pas trop de pollution. Bon, il est 15h par contre, faut pas traîner. Hein. Oh Ah ouais, t'as vu, mais avec les œufs, assez proches, ça se bouffe. Hein? Ouais, si j'en ai mangé, mais ils sont pas tous. Ils sont pas tous. Après, les escargots mettaient du citron avec.
Psychicholi est désormais échantillonné. Nous reprenons alors notre périple en direction de la deuxième station de référence sur la rivière Marouini. En chemin, pourtant encore loin de toute habitation, nous effectuons des mesures sur un cours d'eau qui semble impacté par une activité d'orpaillage illégale. Les orpailleurs travaillent beaucoup avec des lance-monitors, ce qu'on appelle, donc c'est des jets d'eau à très forte pression. Et en fait, ils déstructurent tout le sol pour le passer, en fait, pour le cribler en fait, sur des tables après. Donc les criques sont totalement détruites. Ça crée des panaches en fait, de turbidité, de matière en suspension très importants. On se rend compte que si on veut vraiment avoir une référence sur le Maroni, il faut remonter assez haut. Lorsque le point a été créé, il n'y avait pas d'activité à plusieurs kilomètres aux environs. Mais on voit que sur la problématique de l'orpaillage illégal, c'est une course permanente. C'est une activité qui est très très dynamique, qui n'est pas contrôlée, ou peu contrôlée. Et du coup, on doit ajuster en permanence le statut de nos stations en fait, par rapport à cette pression. Nous recommençons les mêmes protocoles sur la rivière Marouini. La physico-chimie, les diatomées, les macro-invertébrés et la pêche. Le protocole d'échantillonnage des poissons consiste à déployer 4 batteries de 5 filets, représentant 500 mètres au total. De petites mailles, ces filets sont déployés parallèlement aux berges en fin de journée. Nous les relèverons le lendemain matin, les poissons étant principalement actifs en début et en fin de journée. Oh, il y a des poissons là-bas. Tom, on va remonter juste de l'autre côté. T'as combien là en profondeur? T'as 1m2? 1m2. Ouais. Oh, il est fort. Très très fort. Hein. Donc je cherche à manger pour ce soir. Donc on va essayer de trouver quelques crabes. J'en ai trouvé 2-3, il n'y en a pas beaucoup. Et sinon c'est des gros antulaires, là, c'est des gros escargots qu'on trouve collés sur les roches. Et peut-être un poisson, si on a de la chance. Je vais aller là-bas en fait, c'est derrière là où je vous ai mis. Ah, bravo. Des belles tasses, tu vois. Ouais. Allez. Donc c'est un petit anaconda. Je l'ai chopé en pêchant le crabe. En fait c'est un serpent beau, constricteur. hein. Ouais. Donc c'est un serpent qui étrangle en fait. Mais bon là il n'est pas assez gros pour faire mal. Ouais là il commence à avoir envie de partir. Ouais, tu vas le relâcher? Ouais. T'appuies sur le coup là. Ouais, tu direct, tu le vois et tu chopes juste derrière. Et après, il s'enroule autour de toi automatiquement. Pas très bon. Alors, qui c'est qui pêche les plus gros pirailles maintenant? Y'a quoi? Ils ont quand même une bonne mâchoire qui a des dents en forme de rasoir
Ça coupe extrêmement. Sur une des manips, c'est déjà arrivé à un gars qui perd un morceau de doigt. C'est 20 là, Max. Maïva? C'est le vin, ouais. Yes. Carré. Ah, il est cool aussi. Dans le bateau, dans le bateau, dans le bateau. Là, on ça, a c'est plusieurs espèces. On a 3 carnivores, 2 herbivores. Il y a quelques poissons quand même. Une fois qu'on a tout récupéré, les poissons, les filets, on les amène au camp pour effectuer le tri par sac, donc par filet. Détermination des espèces et mesure de la longueur et du poids individuel des poissons. 38,2 mercure. Ces prélèvements seront envoyés en laboratoire en métropole pour y analyser les potentielles substances chimiques accumulées dans le poisson, notamment le mercure. Gymnorhynchus, gym. L'extraction aurifère utilise encore couramment du mercure. Donc on peut acheter facilement côté Suriname. Donc mercure qui va se méthyler en fait et devenir dangereux en s'accumulant le long des chaînes alimentaires. L'être humain qui est le super prédateur de fin de chaîne va concentrer de façon importante le méthylmercure et avoir des problématiques de santé associées. C'est un besoin sanitaire de suivre le mercure pour pouvoir informer ces populations amérindiennes ou chinanguais ou diverses à certains moments de dire attention, il peut y avoir certaines espèces qui sont bien trop importantes en mercure et il faut éviter de les manger autant que faire se peut. Nous redescendons vers les stations de surveillance, Twinké, Sossonel et Papa-Ichton. Plus que 2 jours pour refaire 3 fois les protocoles, le temps joue contre nous. D'abord Twinké, un village amérindien Wayana situé à quelques heures de Maripasoula. Ici, les premiers effets des activités humaines commencent à se faire sentir. Transport fluvial, orpaillage et décharges sauvages. Puis, à 30 minutes de Maripasoula, la station Sossonel. Localisée sur le fleuve Inini, elle est en proie depuis plusieurs années à de fortes activités d'orpaillage que les forces armées peinent à endiguer. On va descendre et on va regarder sur le côté s'il y a des tapis racinaires. Les nombreux aléas rencontrés nous empêcheront d'atteindre la station de Papa-Ichton. Celle-ci sera échantillonnée lors d'une prochaine mission. Nous plions donc bagages pour rejoindre le terminus, Maripasoula. La prochaine étape, après avoir effectué les missions, il y a un état des lieux qui est fait et ça remonte donc au niveau national puis au niveau européen. Et donc l'Europe prend des décisions par rapport aux actions qu'aurait pu engager la France. Est-ce qu'elles ont été à la hauteur en fait, du maintien de la qualité des cours d'eau ou pas? Et donc, soit l'Europe met en place des sanctions ou demande qu'il y ait des actions complémentaires qui soient déployées en fait, pour pallier à cette dégradation. L'état des lieux de 2019 nous a donné 75% de masse d'eau en bon état. Et les objectifs fixés par le ministère, c'est d'atteindre 81%. Sachant qu'avant, il n'y avait pas de mesures spécifiques pour pallier aux potentiels impacts. Aujourd'hui, on est... D'un point de vue réglementaire, le droit de l'environnement est beaucoup plus avancé. La directive nous donne un certain nombre d'outils, cette directive 4 sur l'eau. Et donc, c'est une chance pour la Guyane parce que du coup, on est à un moment où il y a des enjeux de développement importants, mais aussi où on a des outils d'observation et des outils pour essayer de contrecarrer ces impacts et concilier à la fois développement et maintien des milieux aquatiques en bon état. 7 jours en pirogue pour 4 stations échantillonnées. Le niveau de l'eau et les problématiques logistiques n'ont pas aidé, mais la mission reste une réussite. Chaque année, l'Office de l'eau réalise, en collaboration avec ses partenaires, l'échantillonnage de plus de 300 stations sur le territoire. Une énergie et des moyens conséquents déployés, mais pour un enjeu majeur, accompagner la Guyane dans son développement, tout en limitant les impacts sur les milieux aquatiques. Un défi pour l'avenir de ce territoire, où l'Amazonie y est encore la plus préservée.